C'est un plaisir pour moi, en tant que directeur médical ici des cliniques Val d'Or-Péry, de vous accueillir à cette deuxième soirée de conférence de notre cycle annuel de conférences qui comportera une troisième conférence un peu plus axée sur les soins palliatifs et la neurologie au mois de juin. Aujourd'hui, le thème donc du cycle de cette année-ci, c'est la revalidation multidisciplinaire. Et ici, on va se focaliser un petit peu plus sur la gériatrie. Et nous aurons le plaisir d'entendre d'abord le docteur Massin, qui est notre chef de service de gériatrie ici au Val d'Or, mais aussi au Péry. Et nous aurons également le plaisir d'entendre deux de nos ergothérapeutes du service de gériatrie, mesdames Weber et Jadin. Pour ce qui est des questions, si vous avez une question brûlante, voilà, rien ne nous empêche de lever la main et de la poser. Après les exposés, on aura un temps pour répondre aux questions. Ne vous étonnez pas si moi-même ou un des orateurs répète la question dans ce micro, parce que c'est le micro pour les personnes, donc pour la salle d'une part, mais aussi pour les personnes qui sont à distance. Sinon, ils n'entendent pas la question, ils n'entendent que la réponse, ce qui est parfois un petit peu perturbant. Je cède la parole sans plus attendre au docteur Massin et je vous souhaite une bonne soirée. Vous m'entendez sans que je bouge le micro? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc, quand on a réfléchi à ce cycle de conférences, on nous a demandé donc de parler de la revalidation. C'est assez vaste en gériatrie et donc on a décidé de se focaliser sur la prise en charge fonctionnelle en unité gériatrique et plus particulièrement en orthogériatrie. Et moi, je vais vous parler principalement des fractures de hanche parce que c'est une pathologie qui est très fréquente, comme je vais vous le détailler. Et je voulais remercier les docteurs Weber et Doupagne qui sont là-bas présentes pour leur collaboration. Elles m'ont aidé à réaliser cette présentation. Alors, comme je l'ai dit, c'est une pathologie très fréquente qui va avoir d'importantes mortalités secondaires, et donc dont la prise en charge est primordiale pour assurer une meilleure qualité de vie aux patients. Donc voici le plan de l'exposé. Donc on va voir d'abord quelques notions théoriques dans la rubrique « Ce qu'il faut savoir ». Ensuite, on essaiera de parler de ce qu'il faut éviter, de ce qu'il faut faire, et puis il y aura un petit mot de conclusion. Donc il faut savoir que la fracture de hanche est une pathologie donc fréquente. En France, on estime son incidence annuelle à 50 000 femmes pour 18 000 hommes. L'âge moyen, c'est 83 ans, donc on est en plein dans la gériatrie. Le coût moyen en France est estimé à 1 milliard d'euros annuellement, donc c'est quand même un coût important. Au niveau de la morbidité, les chiffres sont également assez interpellants. Donc il faut savoir que près d'un patient sur 5 qui va souffrir d'une fracture de hanche va présenter des complications post-opératoires. Près d'un patient sur 2 va avoir son autonomie réduite. De 10 à 30% des patients vont devenir dépendants et un patient sur 4 va entrer en institution dans l'année. Donc, c'est quand même des chiffres assez interpellants. Concernant la mortalité, tout âge confondu, elle est de 25% dans l'année. Maintenant, plus on monte en âge, plus ça va être important. Donc, par exemple, à 85 ans, en moyenne, il y a un patient sur 2 qui va décéder dans l'année. Mais le sexe est également important parce que les hommes vont mourir près de 2 fois plus que les femmes. Alors, les causes principales de décès, on y reviendra assez dans le détail tout à l'heure, ce sont les infections pulmonaires en premier lieu, suivies des pathologies coronariennes et puis des infections au niveau des autres sites que pulmonaires. Alors, pourquoi faire des salles d'orthogériatrie? L'intérêt, vous en doutez, est multiple. Tout d'abord pour réduire la mortalité, mais aussi la durée de séjour, les réhospitalisations, les complications, le déclin fonctionnel, le déclin des fonctions cognitives, l'incidence des nouvelles chutes et le syndrome post-chute, on en parlera tout à l'heure, réduire le taux d'institutionnalisation, mais aussi et surtout améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors concernant la clinique Val d'Or-Péry, donc on a 4 unités de gériatrie un peu plus générales, avec beaucoup de cas d'ortho au sein du Val d'Or, et une unité un peu plus spécialisée d'orthogériatrie de 28 lits au niveau du Péry. Donc dans chaque unité, il y a un gériatre, il y a un généraliste, on a un chirurgien orthopédique à disposition, le passage quotidien du physiothérapeute notamment pour les plans de soins des nouveaux patients, et on a également la chance d'avoir une psychogériatre qui est très disponible. Au niveau paramédical, c'est une équipe pluridisciplinaire assez traditionnelle finalement, mais spécialisée quand même en orthogériatrie,
composé d'infirmiers, d'aides-soignants, d'ergothérapeutes, de kinés, de logos, de neuropsy, de diététiciens et d'assistants sociaux. Alors, parlons maintenant de ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas se contenter de la mise en place isolée des mesures, c'est l'ensemble du parcours de soins qui va permettre d'obtenir des résultats favorables pour le patient. Alors ça, on y reviendra régulièrement, mais il faut essayer d'avoir un délai opératoire le plus court possible et surtout éviter de postposer une chirurgie pour des questions qui ne sont pas médicales, comme un manque de lit, un manque de disponibilité au bloc, etc. Il ne faut pas négliger le traitement spécifique de l'ostéoporose donc dans les cours de l'intervention. Il ne faut pas réaliser d'analyses inutiles qui pourraient retarder le délai opératoire, comme des analyses urinaires chez des patients qui ne sont pas symptomatiques. On a même remarqué que pour les affections urinaires non compliquées, il fallait limiter l'antibiothérapie sans retarder le délai opératoire, sinon ça engendrait plus de problèmes qu'autre chose. Parlons maintenant de ce qu'il faut faire. Donc il y a deux catégories. On va d'abord parler de tout ce qui est préopératoire, pour parler en détail de tout ce qui est post-opératoire. Alors il faut prévenir les escarres. Alors pour ça, nous avons à notre disposition des échelles validées qui permettent une évaluation précoce. Il faut éviter l'immobilisation prolongée, notamment dans les salles d'urgence sur des brancards. Et, si c'est nécessaire, installer les patients sur des supports adaptés comme les matelas alternating. Il faut savoir que le risque d'escarre augmente chez les patients âgés fragiles, en particulier les patients dénutris, et chez les patients qui résident en maison de repos. L'apparition d'un escarre est un facteur de risque indépendant de mortalité à 1 an, après notamment une fracture de hanche. Et le risque d'escarre diminue avec un délai chirurgical court, on y revient, les matelas alternating et aussi une décharge au niveau des talons. Alors, toujours dans les soins préopératoires, il faut dépister les troubles cognitifs et prévenir le délirium. Pour ce faire, il y a l'anamnèse et l'électroanamnèse ciblée sont nécessaires. On a à disposition des échelles, notamment la CAM. Il faut mettre en place rapidement les mesures préventives du délirium et un intérêt au passage de la liaison gériatrique. Donc, on estime que 40% des patients hospitalisés pour fracture de hanche ont des troubles cognitifs préexistants. Donc, c'est près d'un patient sur 2. Ils sont donc à facteur de risque de chute de fracture de hanche, de mauvaise récupération fonctionnelle et de confusion aiguë, en sachant que la confusion aiguë est fréquente, donc près d'un patient sur 2 va en développer une. Elle est souvent présente dès l'admission et souvent sous-diagnostiquée. Elle augmente la durée de séjour, le risque de nouvelles fractures, de perte d'autonomie fonctionnelle et de décès. Donc l'évaluation et la prévention de la confusion par une équipe gériatrique de liaison gériatrique en préopératoire et dans les 24 heures post-opératoires réduit de manière significative le risque de confusion post-opératoire, d'où l'intérêt de faire passer la liaison. Et les principaux facteurs de risque de confusion sont l'âge élevé, le nombre important de comorbidités, les troubles cognitifs antérieurs, un état dépressif, des troubles sensoriels et un état douloureux mal contrôlé. Alors, les mesures maintenant de prévention de la confusion sont avoir un délai opératoire court, prévenir les mobilisations, contrôler la douleur, favoriser l'orientation des patients dans le temps et dans l'espace en mettant des repères, optimiser l'hydratation, l'oxygénation et corriger les troubles sensoriels. Et également prévenir l'hiatrogénie médicamenteuse, éviter tous les médicaments qui sont anticholinergiques, prévenir les effets de sevrage des psychotropes, si les patients en prennent, il faut faire attention à l'arrêt brutal, et aussi, c'est aussi vrai au niveau de la consommation de l'alcool. Et dernière petite parenthèse, il n'y a pas de traitement miracle qui permet de prévenir malheureusement la confusion et de l'éviter. Alors, évaluer, donc on revient donc, au niveau des soins préopératoires. Ce qu'il faut faire au niveau de la gestion de la douleur, donc c'est l'évaluer et la traiter. Il y a les échelles que vous connaissez, je pense, aussi bien que nous, pour la quantifier et mettre en place donc une antalgie adaptée. Alors, il faut traiter les comorbidités sans retarder l'intervention chirurgicale. Donc, idéalement, on parle tout le temps des délais courts, c'est des délais en dessous de 48 heures. Il y a des études avec des délais de 24 heures, mais il n'y a pas encore les données disponibles. Pourquoi 48 heures? Ça a été démontré que ça réduit la mortalité, la durée de séjour, le nombre de complications, que ce soit infectieuses ou le développement d'escarres ou des pathologies cardiovasculaires, mais également ça a un impact positif sur la douleur, l'anxiété, le risque de confusion. Alors, en cas de pathologie sévère ou instable, il faut faire la balance. Est-ce qu'on prend le risque de le faire vite ou on attend de stabiliser le patient? Alors, corriger l'anémie. Le cut-off, c'est 8 grammes.
Donc, tous les patients qui seront en dessous de 8 grammes, on a tendance à les transfuser. Maintenant, les patients qui le tolèrent moins bien, on peut se permettre d'aller un peu au-delà. Maintenant, aller au-delà de 10 grammes n'a pas montré d'intérêt. Alors, le taux d'hémoglobine préopératoire est un facteur de risque de décès à 30 jours et chez les patients à risque cardiovasculaire. Donc, on estime qu'il faut aller jusqu'à 10 grammes. Alors, concernant les infections, prévenir les infections, donc l'antibioprophylaxie péropératoire à dose unique, donc réduit de 60% le risque d'infection profonde donc au niveau du matériel, et dans une moindre mesure des infections superficielles et du site opératoire, mais également au niveau respiratoire et urinaire. Il y a également eu des données concernant la répétition de cette antibioprophylaxie, mais ça n'a pas démontré d'effet positif, que du contraire, on a plus de problèmes d'infection de type Clostridium et des mycoses qu'autre chose. Alors, dépister la fragilité, donc là, c'est la liaison gériatrique qui pourra aider. On va passer maintenant aux soins post-opératoires, et c'est typiquement ce qu'on fait, nous, au niveau des cliniques, de nos salles de gériatrie au Val d'Or et au Péry. Donc, corriger l'anémie, donc on part du cut-off de 8 grammes, donc on peut donner des compléments en fer, IV et Péros, au-dessus de 8 grammes si les patients ne le tolèrent pas. Il faut quand même savoir que la transfusion semble être associée à un risque infectieux accru au niveau pulmonaire et urinaire. Il faut quand même se méfier. Il y a aussi un risque thromboembolique transitoire qui est majoré. A contrario, un déficit en fer est associé à un risque d'infection nosocomiale accru. Ensuite, au niveau de ce qu'il faut faire dans les soins post-opératoires, donc il faut optimiser l'hydratation en post-opératoire et corriger les troubles électrolytiques. Donc l'insuffisance rénale fonctionnelle est une cause principale de décès. Et une bonne hydratation réduit la durée de séjour. Alors, ensuite, la prévention thromboembolique. Donc, il est conseillé de mettre en place une héparinothérapie à bas poids moléculaire prophylactique pendant 35 jours minimum adaptée à la fonction rénale, qui peut être associée à une contention veineuse élastique intermittente d'au moins 18 heures par jour. Alors, il faut prévenir l'ischémie myocardique post-opératoire. En poursuivant notamment l'antiagrégation. S'il y a une double antiagrégation, il faut discuter de la balance risque-bénéfice avec le cardiologue. Il faut savoir que les pathologies coronariennes aiguës sont la deuxième cause de mortalité après une intervention pour une fracture de hanche. Et la prise d'un seul antiagrégant n'augmentera pas significativement le risque de saignement en péropératoire, mais également en post-opératoire, donc il ne faut pas avoir peur de les poursuivre. Chez les patients porteurs de stent, le surrisque de poursuivre une double antiagrégation plaquettaire en cas de chirurgie non cardiaque est mal connu. Par contre, le risque de saignement majeur est accru par rapport à la prise d'un antiagrégant seul. Donc là, c'est pour ça qu'il faut discuter avec le cardiologue et voir ce qu'il y a de mieux. Alors, concernant la prévention des complications urinaires, donc on a à notre disposition le bladder scan. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour dépister les rétentions. Il faut éviter les sondages vésicaux non justifiés, réévaluer l'indication au quotidien, favoriser les sondages innomes quand c'est possible et éviter les traitements en propriété anticholinergiques. Il faut savoir que le risque d'infection urinaire augmente avec la durée de séjour et la durée du jeûne post-opératoire. C'est une cause de surmorbidité et de surmortalité. La rétention vésicale pré- et post-opératoire est fréquente et le risque augmente avec les troubles cognitifs et la confusion. Il faut savoir qu'en post-opératoire, il y a 86% des patients qui vont sortir avec une sonde vésicale. Il y a la moitié d'un patient sur deux qui vont avoir la sonde pendant plus de 48 heures. Et il y a un patient sur trois qui va sortir de l'hôpital avec une sonde vésicale. Donc, c'est quand même des chiffres aussi qui sont fort importants. Alors qu'on estime qu'après 72 heures, les risques d'une sonde vésicale sont majorés, notamment pour la survenue d'une infection urinaire, d'infection post-opératoire haute parce que le patient est immobilisé. Et le risque de réhospitalisation pour infection urinaire augmente également. Les sondages intermittents par inox vont permettre de réduire la durée du sondage, mais pas nécessairement le risque infectieux. Et on estime qu'un patient sur 5 va devenir incontinent dans les suites d'un sondage. Il faut se méfier également des anticholinergiques qu'on va prescrire pour de l'incontinence, parce que ça favorise la confusion, les chutes et fatalement les nouvelles fractures de hanche. Alors, quelques mots maintenant sur la prévention des infections pulmonaires post-opératoires. Donc, ce qui va vraiment aider, c'est la mobilisation précoce. En orthopédie, c'est vraiment essentiel, notamment aussi pour tout ce qui est respiratoire. Le dépistage des troubles de la déglutition et avec une adaptation des textures lorsque c'est nécessaire. Il faudra également traiter les affections sous-jacentes et prescrire de la kiné respiratoire chez les patients à risque. Ça, c'était démontré que ça agissait
en faveur de la réduction de la mortalité. Il faut savoir que la pneumopathie, c'est la première cause de décès à 30 jours après une fracture de hanche. Les facteurs de risque d'infection post-op, ce sont les patients fragiles, dénutris, qui résident en maison de repos, qui souffrent d'une pathologie chronique type BPCO, qui sont malnutris, qui présentent une insuffisance rénale ou un diabète mal équilibré. Alors, les facteurs qui réduisent le risque d'infection pulmonaire, c'est l'antibioprophylaxie péropératoire, on l'a déjà dit, à délai court entre la fracture et l'opération, on l'a dit aussi, une mobilisation précoce du patient, les séances de kiné respiratoire, on vient de le dire, et le traitement des pathologies sous-jacentes, notamment la décompensation cardiaque, pour éviter notamment les stases pulmonaires. Alors, la prévention des escarres post-opératoires, donc comment est-ce qu'on y arrive en mobilisant précocement le patient, en évaluant régulièrement avec les échelles adaptées, donc on a dit tout à l'heure, pour éviter la survenue des escarres, et en adaptant les supports, notamment en mettant des matelas alternating. Concernant la confusion, il faut poursuivre les mesures préventives et la mobilisation précoce et la lutte contre les mesures de contention passive, que sont les perfusions qui mobilisent le patient et les sondes vésicales, donc c'est également important. Donc la confusion post-opératoire représente, est fréquente, c'est 40% des patients qui vont en souffrir. La confusion et la durée de la confusion sont des facteurs de mortalité à 6 mois et de moins bonne récupération fonctionnelle. Donc, les facteurs favorisant la confusion sont l'âge et les troubles cognitifs sous-jacents. Les facteurs déclenchants sont la douleur, les infections, les états fébriles, les traitements médicamenteux, les sevrages en psychotropes, en alcool, les troubles cardiovasculaires, l'angor, les AVC, les troubles métaboliques comme la déshydratation, l'hypoxie, l'anémie, l'anesthésie, les antidouleurs, la rétention vésicale, la survenue de fécalo, la privation sensorielle, etc. Alors, il est également important dans le post-opératoire de prévenir, de repérer et de dépister la dépression. Donc, on a le MIDI-GDS à notre disposition. Alors, on peut aussi se poser la question de la mise en place d'un antidépresseur. Je vais y revenir. Et il y a un intérêt qui a été démontré d'un suivi psychologique hebdomadaire pendant 3 mois pour réduire la survenue d'une dépression. Il faut savoir que la dépression est une pathologie post-opératoire qui est fréquente. On estime que près de la patient sur 3 va en souffrir. Ça va augmenter le risque de déclin fonctionnel, d'institutionnalisation, de décès. Ça va altérer les résultats de la revalidation, d'autant plus qu'elle est associée à de la confusion et à des troubles cognitifs. Alors, les facteurs de dépression post-opératoire sont l'âge avancé, le mauvais statut fonctionnel et l'existence de troubles cognitifs. Il faut savoir que les traitements antidépresseurs, lorsqu'on va les démarrer, pendant les 6 premières semaines, ils vont augmenter le risque de chute et donc de survenue de fracture de hanche. C'est pour ça que le mettre juste après une fracture, ça peut être délicat et qu'il faut faire attention. Alors, quelques mots concernant la prévention de la dénutrition. Là aussi, on a des échelles comme le MNA ou le short MNA. On propose un support nutritionnel chez les patients dénutris sur une durée de minimum 3 mois à réévaluer. Alors, concernant la constipation fonctionnelle et distale, le fécalome, donc il y a les mesures préventives habituelles. Il faut assurer le suivi du transit. Donc, on estime que 2 patients sur 3 en post-opératoire vont souffrir d'une constipation sévère. En moyenne, le transit va se normaliser après 10 jours. Et la constipation est un facteur de risque d'ilus fonctionnel et de majoration de la durée de séjour. Les facteurs favorisants, je pense que vous les connaissez, c'est l'immobilisation, la déshydratation, les carences, les patients malnutris et certains traitements comme les morphiniques notamment. Alors, concernant les troubles de la déglutition, donc il y a le testalo qui est intéressant en dépistage. La prise en charge logopédique rapide va améliorer également les prises en charge. Et il faut aussi un suivi entre services. Bien souvent, l'information ne passe pas quand les patients sont d'orthopédie. On n'est pas au courant qu'ils ont eu des troubles de la déglutition. Alors, c'est relativement fréquent également. Donc, il y a 15% des patients post-opératoires qui vont présenter des troubles de la déglutition. C'est particulièrement vrai chez les patients qui ont des troubles cognitifs ou des pathologies neurologiques préexistantes, ou alors qui prennent des psychotropes, et ça, il y en a quand même énormément. Les risques liés aux troubles de la déglutition, c'est principalement donc les fausses routes, les bronchopneumonies, on en a parlé, mais également la dénutrition et la déshydratation. Alors,
Concernant la prévention d'une nouvelle fracture de hanche, il est important de mettre en place donc, des supports en calcium et en vitamine D et de traiter l'ostéoporose lorsque celle-ci est avérée. Avant, on parlait d'un délai de 3 mois. Maintenant, on a tendance à les raccourcir et à ne plus trop en tenir compte. Donc, dès que le patient a présenté une fracture, on peut le faire passer une ostéodostométrie et voir si elle est positive et on pourra le traiter directement. Il y a également tout l'aspect préventif des chutes. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on va en parler après. Donc toujours dans les soins post-opératoires, donc il est important également d'assurer une mobilisation et une rééducation précoce à l'hôpital. Ça consiste en quoi? Ben ça reprend de la pluie, idéalement dans les 24 heures post-opératoires à l'absence de contre-indication, et c'est de plus en plus vrai, notamment maintenant pour les clous. Là, dans la majorité des cas, on autorise le patient maintenant à reprendre plus rapidement. Il est également important donc, de bien donner l'information au service qui va prendre en charge le patient. Ça arrive encore trop souvent dans nos services, ils viennent de services de chirurgie, on n'a pas la bonne information ou des informations contradictoires qui peuvent retarder la prise en charge. Donc l'aspect pluridisciplinaire est également important. Je vais y revenir. En cas de non-appui d'un côté, entretenir l'appui monopodal et l'apprentissage des transferts de l'autre côté, ça est primordial. Donc après une fracture de hanche, donc les programmes de revalidation, ça a été démontré en équipe pluridisciplinaire, vont améliorer la marche, l'endurance, l'autonomie et la qualité de vie. Et ça va fournir des meilleurs résultats de prise en charge sur la mobilité chez les patients fragiles. Et la prise en charge des patients qui ont des démences dans des structures adaptées et qui ont des fractures va également avoir un impact positif sur les complications post-opératoires que sont les complications infectieuses, la malnutrition et la confusion, ainsi que les récidives de chute. Et c'est typiquement ce qu'on fait au Val d'Or et au Péry. Alors, concernant la sortie, donc l'évaluation des capacités du patient et de son environnement, ainsi que du matériel du domicile, est discutée lors de la réunion pluridisciplinaire dans nos unités. Pour les patients les plus robustes, on ne doit pas nécessairement les garder trop longtemps, il faut vraiment essayer de les faire rentrer avec un encadrement adapté, bien entendu, au domicile. Pour les autres, il y a un intérêt d'un transfert rapide vers un service de soins spécialisé. C'est typiquement ce qu'on fait, donc nous, ici, au Val d'Or et au Péry, c'est le type de patients qu'on prend en charge. Pour les soins post-hospitalisation, donc on doit s'assurer d'un rendez-vous, c'est souvent le cas, chez l'orthopédiste dans les 6 semaines, d'un bon transfert d'informations médecin traitant, ainsi que de s'assurer d'un bon suivi kiné. Donc en conclusion, je pense que vous l'aurez compris, la fracture de hanche est une pathologie qui est très fréquente chez le patient âgé. La morbimortalité qui en découle, elle est très importante. Il y a un bel intérêt donc, à faire de la prévention. La prise en charge pluridisciplinaire a été bien démontrée, c'est un intérêt bénéfique également, tant en pré qu'en post-opératoire. Donc il y a aussi un intérêt d'avoir une bonne communication entre les différents intervenants et un intérêt d'un suivi optimal dans le cadre de la prévention des récidives de fractures de hanche. Je vous remercie de votre attention. Juste un petit instant pour que je puisse préparer le PowerPoint. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Donc moi, je me présente. Je m'appelle Jadin Lisa et je suis l'ergothérapeute du service de gériatrie à l'hôpital du Péry. Donc mon rôle dans le service est d'améliorer ou de maintenir de façon fonctionnelle les capacités motrices des patients qui sont indispensables à leur activité quotidienne ainsi qu'à leur intégration sociale. Je réalise également des bilans sur demande du médecin afin d'évaluer l'autonomie du patient et par la suite décider si des aides ou des aménagements sont nécessaires pour un retour au domicile. En plus de ça, j'organise un groupe de prévention des chutes dont je vais vous parler ce soir. Ce groupe de prévention des chutes est donc une initiative de la salle de gériatrie qui a été lancée par Julie Grétry, qui a été ensuite continuée par Laurie Vainqueur pour être ensuite reprise par moi. Donc il se déroule en 3 séances d'environ 1 heure chacune, au cours desquelles j'essaye de sensibiliser les patients au risque de chute et de leur inculquer les bonnes pratiques pour les éviter autant que possible. Donc comme vous le savez, les chutes, ça constitue un problème majeur en santé publique.
Selon l'OMS, chaque année en Belgique, 30% des personnes âgées de 65 ans et plus qui sont toujours au domicile chutent. C'est pourquoi l'objectif de ce groupe est de sensibiliser les chutes, mais aussi pour éviter d'autres chutes. Parce que comme on le sait, quand une personne chute, la seconde chute arrive très rapidement. Pour pouvoir participer à ce groupe, il y a plusieurs critères d'inclusion. Donc avant tout, il est essentiel que la personne ne présente pas de troubles cognitifs, car une compréhension des consignes est nécessaire, mais il faut aussi que la personne soit capable de repérer les différents dangers lors des mises en situation que je leur propose. Il est aussi impératif que la personne ait déjà chuté ou soit à risque de chute. Le patient doit également avoir l'appui autorisé, parce que lors d'une des séances, il y aura un parcours de marche qui sera mis en place. Une autre priorité est accordée aux patients qui rentrent chez eux, parce que lors d'une des séances, on va parler des différentes aides techniques disponibles, mais aussi des services pour faciliter le retour au domicile. Donc, il s'agit d'un groupe fermé. Chaque patient qui commence le groupe va jusqu'au bout du module et aucun patient ne peut intégrer un module déjà en cours. À présent, je vais vous expliquer plus en détail ce que je fais lors de ces différentes séances. Donc, pour commencer, j'explique aux patients la raison de leur regroupement et le déroulement des différentes séances. Ensuite, on commence une discussion sur les chutes en explorant les causes et les conséquences à partir de leur propre expérience. La première séance commence via le jeu Perquis-Chute, qui est un outil pédagogique qui aborde la problématique de la chute chez la personne âgée. Donc, il s'agit d'un jeu avec 63 cases où chaque participant avancera son pion et répondra à mes questions. Donc, les sujets abordés englobent la prévention des chutes, l'ostéoporose, l'aménagement du domicile, la nutrition, l'activité physique et la prise de médicaments. Donc, l'objectif de ce jeu est de sensibiliser les participants aux meilleures pratiques pour minimiser les risques de chute. À la fin de la séance, je distribue à chacun une brochure pour qu'il puisse avoir un récapitulatif de tout ce qu'on aura fait lors de ces différentes séances. La seconde séance se concentre principalement sur les aides techniques disponibles pour aménager le domicile. Donc, chaque participant va recevoir la même photo d'une pièce de la maison et va devoir identifier les éléments susceptibles de provoquer une chute et ce qu'il est préférable de retirer. Donc, lors de cet exercice, ils recevront plusieurs photos comme la salle de bain, la chambre, etc. Et on répétera le même exercice pour chaque pièce de la maison. Donc, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, donc à votre gauche, il y a une photo de la cuisine qui est aménagée et la photo juste à côté, c'est la photo que les participants vont recevoir. Donc, à partir de cette photo, ils vont devoir me dire ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut changer de place pour éviter tout risque de chute. Après cette discussion, je vais disposer différentes aides techniques au centre de la table et je vais leur demander, chacun à leur tour, de venir en prendre une et de la mettre dans la bonne pièce en m'expliquant son utilisation. Donc ça correspond à la photo tout à votre droite. Donc il y a les aides techniques au centre et chacun à leur tour, ils prendront une aide technique qu'ils connaissent en m'expliquant à quoi elle sert et ils iront la placer sur la pièce qui correspond. Alors, cette deuxième séance me permettra également de mettre en avant les différents services disponibles lors d'un retour au domicile, dont les visites au domicile faites par les ergothérapeutes, la télévigilance et les nouvelles technologies, notamment le nouveau système de capteurs que la CSD est venue nous présenter. Pour terminer cette séance, je leur présente différentes photos de paires de chaussures et leur demande de débattre entre eux et de me dire lesquelles sont les plus adéquates pour éviter tout risque de chute. La troisième séance. Donc cette séance-là, elle ne repose plus sur la théorie, mais sur la pratique. Donc pour commencer, on va faire une mini gymnastique d'échauffement. Ensuite, on fera un parcours de marche durant lequel ils vont devoir enjamber des obstacles, passer sur différentes surfaces afin de tester au maximum leur équilibre. Après le parcours de marche, et pour clôturer le groupe, on aborde la grande question, comment se relever après une chute? Donc, on commence par visionner une vidéo qui va détailler les différentes étapes. Et ensuite, il y aura une démonstration pratique faite par moi-même. Je propose après aux participants volontaires, sans aucune obligation, d'essayer la technique tout en veillant à leur sécurité. Après cette séance, je résume l'ensemble des points abordés et sollicite leurs réflexions sur les comportements adoptés et les interroge sur les éventuels aménagements à faire chez eux. Je les encourage également à partager leur opinion et ce qu'ils ont retenu des différentes séances. Les retours positifs des patients ainsi que de leurs familles sont très gratifiants pour moi.
Pouvoir sensibiliser les patients et diminuer au plus le risque de danger à mon échelle me motive à poursuivre ce groupe chute au sein de la salle de gériatrie du Péry. Merci beaucoup pour votre écoute. Je laisse la parole à Louise. Voilà, bonsoir, moi je suis Louise Weber et je suis ergothérapeute au Péry en service de psychologie médicale et de psychogériatrie. Et depuis quelques mois, j'ai intégré le service 3A suite à la formation en hypnose que j'ai réalisée à la Haute École Ilia Prigogine. Pourquoi avoir choisi l'hypnose? En fait, depuis plusieurs années, j'ai l'occasion d'animer des séances de relaxation collective au sein du service de psychologie médicale et avec de bons résultats. Et je voulais posséder un outil plus pointu à proposer en individuel afin de m'adapter au mieux aux particularités de chaque patient. Et cela permettait de développer une technique qui n'était pas encore utilisée au Péry. L'hypnose, qu'est-ce que c'est? C'est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil et qui est provoqué par de la suggestion. C'est l'ensemble des techniques qui permettent de provoquer un état d'hypnose et qui sont utilisées notamment au cours de certaines psychothérapies. Enfin, c'est un moyen de communiquer au malade des idées et une compréhension de lui-même, de telle manière qu'il sera particulièrement réceptif aux idées présentées. On a plusieurs sortes d'hypnose que l'on peut proposer. Il y a tout d'abord l'hypnose informelle et conversationnelle. C'est en fait attirer l'attention du patient sur autre chose. Elle est souvent utilisée même sans s'en apercevoir. Par exemple, elle est souvent utilisée par les médecins anesthésistes en salle d'opération, mais elle peut aussi être utilisée sans s'en apercevoir par un infirmier qui pratiquerait une prise de sang et qui va attirer l'attention de son patient sur autre chose. Il y a l'hypnose formelle. Elle suit plutôt un protocole et en général, dans une séance, elle se déroule plus ou moins de la même façon. Il y a d'abord un temps de parole, une induction que l'on va faire avec une relaxation corporelle, un approfondissement, et ensuite la thérapie avec des suggestions, des visualisations ou de l'imagerie mentale, une reprise et à nouveau un temps de parole. Et alors, il y a l'auto-hypnose. C'est en fait le but de notre prise en charge puisque l'objectif est de donner au patient des outils qu'il pourra utiliser par lui-même. Quelles sont les conditions pour que cela marche? En fait, il faut tout d'abord une motivation et une envie de la part du patient. Il faut qu'il y ait une confiance, avoir confiance en soi et en ses capacités, et une collaboration, il faut pouvoir jouer le jeu. Et en fait, ces trois conditions sont importantes et elles sont valables tant pour le patient que pour le thérapeute. Alors, les demandes dans le service, l'ergothérapeute intervient sur prescription médicale et les demandes, elles me viennent principalement du gériatre ou du médecin de salle. La psychiatre de liaison peut aussi me faire des demandes, mais d'autres fois, c'est soit l'ergo ou la kiné ou même l'équipe soignante qui me suggère des prises en charge quand ils sont confrontés à de l'anxiété chez des patients ou lors de leurs soins ou de leur prise en charge. Et en général, je pense que c'est discuté à la réunion pluridisciplinaire. Alors, le patient chuteur et le syndrome post-chute. En fait, les patients que nous accueillons dans le service de gériatrie sont souvent admis dans les suites d'une chute. Ils peuvent avoir des fractures, opérées ou non, et parfois ils sont sans appui plusieurs semaines. Et de cette perte d'autonomie peut découler de l'anxiété, une perte de confiance en soi et une peur de tomber à nouveau. Dans certains cas, il peut développer un syndrome post-chute, qui est aussi appelé syndrome de désadaptation psychomotrice. Il s'agit d'un ensemble de manifestations psychiques, motrices et posturales qui apparaissent après une chute et qui conduisent à une perte d'autonomie. Ces personnes présentent une altération du schéma de la marche, une peur de tomber et on constate un déséquilibre postérieur. Lorsqu'elles sont en position assise, les personnes sont crispées, le buste en arrière et elles ont tendance à glisser de leur fauteuil. Quand elles sont en position debout, elles ont tendance à s'agripper à tout, parfois à se projeter en arrière, à se rigidifier, et parfois elles ne savent plus marcher ou à petits pas, et lorsqu'elles se rasseyent, elles se laissent en général tomber dans leur fauteuil. Les personnes ne répondent plus au déséquilibre, ce qui augmente le risque de chute.
On peut alors observer une perte de confiance en soi plus importante, de l'insécurité, de la dévalorisation et un repli sur soi. Ce tableau d'inhibition généralisée peut évoluer vers un syndrome dépressif. Alors concrètement, comment se déroule une prise en charge? Les prises en charge, en fait, ce que j'ai pu effectuer sont très différentes d'une personne à l'autre. Je n'ai pas vraiment de protocole strict. Je pense d'ailleurs que cela n'est pas possible. Néanmoins, je respecte certaines étapes. Les prises en charge se déroulent en chambre ou dans un local aménagé. Lors de ma première rencontre avec le patient, je fais connaissance, je lui explique pourquoi je viens le voir et ce que je peux lui proposer. J'évalue ensuite sa réceptivité et nous précisons ses attentes. Il arrive que certains patients ne soient pas du tout preneurs. Je respecte ce choix, mais je reste en contact avec eux pour voir s'ils souhaitent changer d'avis. Certains patients sont méfiants. Le mot hypnose peut faire peur. Je prends donc bien le temps de leur expliquer, puisque cela n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle que parfois les patients connaissent et qui peut leur faire peur. D'ailleurs, je leur parle souvent d'hypnorelaxation. Et dans ces entretiens avec les patients, je m'aperçois souvent que leurs demandes sont vraiment très variables. En général, on me demande d'agir dans le syndrome post-chute. Donc, il y a effectivement la peur de chuter, la peur de perdre son autonomie, mais viennent parfois à l'avant-plan la gestion de la douleur, mais principalement, c'est l'anxiété en premier lieu qui est exprimée par les patients. La première séance, elle a soit lors de notre première rencontre, soit lors d'un second rendez-vous. Et là, je peux à ce moment-là réaliser une addiction, une prise de conscience de la respiration, faire un body scan, évoquer un souvenir agréable. Cette première séance est souvent très agréable pour les patients et les retours sont très divers et me donnent souvent des indications pour les séances suivantes. Pour le suivi, il est assez varié d'un patient à l'autre. Certains souhaitent s'en tenir au même type de séance et avec d'autres, nous nous fixons d'autres objectifs. Je peux leur donner des suggestions sous forme de métaphores ou en travaillant l'imagerie mentale, par exemple. Mais chaque séance est vraiment unique et adaptée à chaque patient. Quelques retours d'expérience. Les retours sont en général très positifs. Les patients se disent globalement plus détendus et moins anxieux. Maintenant, moi, je ne leur fais pas vraiment verbaliser sur la peur de tomber parce que je ne souhaite pas qu'ils focalisent sur ce sujet-là. Quelques exemples, comme ça vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Madame A, par exemple, était atteinte de polyneuropathie, marchait au gâteau, très rigide et avait peur de chuter. Elle connaissait déjà la technique de l'hypnose puisqu'elle en avait déjà fait pour la peur de prendre l'avion. Et elle souhaitait trouver un petit geste qui l'aiderait à entrer en auto-hypnose, ce qu'elle a pu faire pour apprendre à se détendre lorsqu'elle en avait besoin. Une deuxième patiente, qui elle était atteinte de spondylarthrite, qui était malvoyante et la plupart du temps au lit car très douloureuse. Avec ces patientes très réceptives, elle était vraiment très réceptive. On a travaillé sur une détente corporelle importante. La douleur a été nettement diminuée à la suite de la séance. Elle était très réactive au niveau visuel. Je ne sais pas si ça avait rapport avec le fait qu'elle soit malvoyante. Et elle me faisait énormément de retours au niveau verbal. Et lors d'une séance, elle a pu par exemple prendre un bain, virtuellement évidemment. Mais Madame C, la troisième patiente, c'était plus récent. Ici, elle avait une chute avec une fracture au niveau du sacrum. Elle était très douloureuse et très anxieuse de nature. Et des troubles cognitifs étaient investigués durant son séjour dans le service. Avec elle, nous avons travaillé la détente globale. Et lors de certaines séances, puisqu'elle était en crise au moment où je suis passée la voir, on a pu également travailler un sentiment de colère qu'elle avait par rapport à l'annonce de son diagnostic. Et une dernière patiente qui était dans le service pour une perte d'autonomie suite à des problèmes cardiaques, avait très peur de tomber. D'ailleurs, elle se laissait souvent tomber avec le personnel soignant, alors que pourtant elle faisait des progrès avec l'ergo et la kiné. Et avec elle, on a pu travailler sur de la visualisation par rapport à son autonomie à la marche. Alors, il existe évidemment bien d'autres techniques que l'hypnose pour la prise en charge des patients anxieux. On peut faire de la relaxation plus classique, on peut faire des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque,
On peut aussi écouter la musique avec ceux qui le souhaitent. On s'adapte vraiment à ce qu'ils veulent. Il y a aussi la psychologue qui est là dans le service pour les rencontrer. C'est toute la richesse de travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Et en conclusion, je dirais que l'utilisation de l'hypnorelaxation est un plus dans la prise en charge des patients hospitalisés dans le service de gériatrie, que les retours sont positifs et que les perspectives sont nombreuses. Merci pour votre attention. Bien, je remercie nos orateurs et oratrices et je les rappelle près de moi au cas où vous auriez des questions ou des questions à poser. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Moi, j'aurais bien voulu quelques renseignements par rapport à ce que Madame Jadin, c'est ça? Oui. Par rapport au groupe chute, c'est assez intéressant. Mais en fait, ce sont des patients qui viennent en externe, alors? Non. Donc là, je répète la question pour que les gens qui sont à distance entendent. Donc la question portait sur le groupe chute, savoir si c'était des patients qui étaient hospitalisés ou des patients externes ambulatoires et comment est-ce qu'on pouvait y envoyer des patients si c'était possible, c'est ça? Alors, tant que maintenant, c'est uniquement les patients qui se trouvent en salle de gériatrie, donc c'est uniquement des patients qui sont hospitalisés. Et alors, au niveau, parce que vous parliez du parcours de marche, oui. Déjà, alors que ce sont des patients qui n'ont pas forcément la possibilité de se passer d'un appui à la marche dans un premier temps. La question. Je répète? Oui. Oh. Je ne me souviens plus. Je ne sais pas comment formuler. Vous pouvez répéter votre question, je la répéterai. Ce sont des patients sur les parcours de marche qui ont souvent encore un appui à la marche si on prend les parcours de hanche. Donc la question c'est de dire est-ce que c'est pas risqué de faire ou en tout cas est-ce que c'est pas un inconvénient de faire un parcours de marche à ces patients qui normalement ont besoin d'aide à la marche ou d'un soutien, etc. Alors les patients qui sont vus en groupe chute, donc ce sont des patients qui ont l'appui autorisé, mais c'est aussi des patients qui ont déjà eu plusieurs séances de kiné et d'ergo et qui du coup savent déjà se débrouiller au niveau de la marche et tout ça. Et c'est pour ça qu'on finit alors par le groupe chute avant de les renvoyer à la maison ou en maison de repos ou autre. Ce sont des groupes de combien de personnes? Donc de combien, ce sont des groupes de combien et comment est-ce que ça s'organise en pratique? Alors le nombre de personnes varie beaucoup et en général c'est des groupes de 4 à 6 personnes. Vu que je suis toute seule, c'est pas possible d'avoir plus de personnes tant que maintenant. D'autres questions? Oui. Par rapport au groupe, quand ils sortent, est-ce que vous les orientez quelque part? Parce que là, vous faites un parcours, vous répétez face à leurs difficultés, mais après, si vous remarquez des difficultés, est-ce que vous les orientez vers une rééducation spécifique en privé ou autre? La question, c'est quel est le suivi finalement après avoir pris les patients au niveau post-chute, notamment en post-hospitalier? Est-ce qu'on les envoie à des structures ou à un type de prise en charge particulier? C'est ça? Alors donc moi personnellement, non, je les oriente pas dans des endroits particuliers, mais en réunion pluridisciplinaire, la plupart on les envoie à l'hôpital de jour ou autre. Oui, donc je confirme. Hein. On essaye de les orienter au mieux en fonction de ce qu'on a vu. Maintenant, on a essayé de faire le groupe parachute de suivi. Mais pour différentes raisons, c'est un peu compliqué, notamment le manque d'ergo. Parce qu'on a commencé qu'avec des kinés et c'était un peu compliqué. Mais on a bon espoir d'arriver à faire la jonction, finalement, ce qu'on fait en intra-hospitalier et en hospitalier. Ouais, c'est un des projets qu'on espère qui va aboutir. D'autres questions sur le groupe chute ou pas? N'hésitez pas. Parmi les participants à distance, il n'y a pas de questions pour le moment? Ok. J'ai juste rajouté que je remercie les deux oratrices parce que c'était pas évident pour elles, je pense. Elles ont très bien présenté ça, mais je pense
pense qu'on peut les applaudir parce que c'était difficile pour eux. Et je voulais juste dire aussi que c'est assez original. Je ne connais pas d'autres services de gériatrie aiguë, parce qu'on est sur des durées de séjour de 3-4 semaines. C'est un peu plus que les sortes de gériatrie qui travaillent dans les hôpitaux aigus, mais on n'est quand même pas dans des hospitalisations de plusieurs mois ou de 6 semaines non plus. Et donc, on arrive avec des délais relativement courts à mettre en place ces groupes chutes, l'hypnose. Et là, je tiens aussi à remercier mais aussi la direction de nous laisser la possibilité de faire ça, parce que c'est, je pense, assez unique. En tout cas, c'est assez unique sur Liège. Voilà. Oui, les questions apparaissent. Allez-y. Juste une petite remarque. Pour l'hypnose, il n'y a pas de suivi en extérieur non plus. Ouais, est-ce que vous recommandez d'autres recherches avec des psychothérapeutes qui pratiquent de l'hypnose? Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un suivi pour les séances d'hypnose en externe de nouveau? Est-ce qu'on renseigne des thérapeutes particuliers, des spécialistes? Est-ce qu'il y a un suivi extra-hospitalier pour ces patients? Voilà. Moi, je ne suis pas les patients en extérieur par la suite. Le docteur Massa, lui, connaît... Donc ici au Val d'Or, oui. On a une kiné qui est spécialisée, qui est Madame Lydie Sterkendries, qui travaille à raison de, ça je ne sais pas trop, mais une à deux demi-journées par semaine et qui prend en charge des patients extérieurs avec des différentes techniques d'hypnose. Mais je ne connais pas ces détails, mais c'est l'idée. Donc les patients peuvent avoir un suivi par après à l'extérieur. Maintenant, ici, le but des prises en charge, c'est aussi de pouvoir faire l'auto-hypnose et qu'ils puissent par eux-mêmes utiliser la technique. Mais c'est vrai qu'on devrait se développer un réseau extérieur. Oui, il y avait encore une question là, puis après je vous donne la parole. Mais c'est encore concernant l'hypnose. Oui. Au niveau des patients, je pense que vous êtes comme limité au niveau des patients en délirium ou avec des troubles cognitifs, je présume. Donc est-ce qu'on est limité pour la prise en charge en termes d'hypnose pour les patients qui ont des troubles cognitifs, qui sont confus, etc. Oui, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, on me fait parfois des demandes pour des patients confus. Et là, on va plus aller vers de l'hypnose conversationnelle ou d'autres types de relaxation. Mais une hypnose formelle sera plus compliquée. Mais j'ai été parfois fort étonnée de certains patients avec des troubles cognitifs qui avaient vraiment des capacités attentionnelles importantes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et je ne la fais pas de la même façon en général pour ces patients-là. Je vous en prie. La première question était la même et la deuxième, c'était de savoir quelle formation vous avez suivie par rapport à l'hypnose. Donc la question, c'est quelle formation est-ce que vous avez suivie pour l'hypnose? Moi, j'ai suivi la formation à la Haute École Ilia Prigogine à Bruxelles. C'est sur le site Erasme. C'est une formation qui se donne chaque année là-bas. Ok. Une question là-bas? Par rapport à une réadaptation classique, ortho, kiné, ergo, quelles adaptations avez-vous mis en place? Durée des séances, etc. Quelle nomenclature, s'il vous plaît? Donc, par rapport à la question, c'est par rapport à une revalidation classique, type K, j'imagine. Quelles sont les spécificités que vous avez? Est-ce que vous avez des durées de séance ou des choses comme ça qui sont spécifiques aussi, qui sont particulières? À ma connaissance, non. Donc, on travaille en K20 ou K60, c'est les kinés qui sont là plus. K45 aussi pour les prothèses. Tout ce qui est groupe chute, ça c'est à part. Ça ne rentre pas dans les séances de revalidation traditionnelles. Et tout ce qui est hypnose non plus, sauf si je me trompe. Ah oui, donc pour les patients, si ça rentre, oui, c'est mieux. Par rapport aux séances d'hypnose, en fait, elles peuvent être tarifiées comme une séance d'ergo classique si on estime que la peur de chuter est aussi importante qu'elle entrave la revalidation. La séance ergo de l'hypnose peut être comptée comme la séance ergo de ce jour-là, mais ce sera une séance. Si le patient n'a pas vu d'autres intervenants. Et si le patient n'a pas vu d'autres intervenants, donc soit on s'était dit que je remplacerais la séance de Lisa. Maintenant, dans les faits, souvent, c'est un plus parce que les patients ont quand même envie d'avoir leur séance de revalidation. Mais techniquement, on pourrait les tarifier à part.
Ah, oui. Par rapport au groupe, justement, on a essayé au Val d'Or et je trouve que le patient ne perçoit pas l'activité de groupe comme une revalidation pure et il veut souvent sa rééducation en plus. Il ne le perçoit pas comme on a du mal à faire passer ça. Donc la remarque, c'est de dire qu'au Val d'Or, il y a des approches similaires qui ont été tentées, mais que parfois les patients préfèrent une revalidation personnalisée, je vais dire, qu'un atelier de groupe qui considère moins comme de la revalidation. Est-ce que c'est un problème que vous avez parfois? Alors, c'est vrai que ce problème peut arriver de temps en temps, mais en tout cas, nous, au 3, la plupart des patients qui viennent au groupe chute ne sont pas demandeurs d'avoir leur salle, leur séance d'ergo en plus. Le groupe chute dure 1 heure, voire des fois 1 heure et demie, en plus de leur séance de kiné, et la plupart du temps, après, pour eux, c'est bon. Il y avait une question à distance? Comment se passe une séance du projet Parachute pour la prévention des chutes? Combien de temps dure-t-elle et est-ce un service remboursé? En gros, la question, c'est est-ce que vous pouvez refaire votre présentation sur le groupe chute? Non, c'est combien dure une séance en pratique? Est-ce que c'est remboursé? Donc, une séance, comme je viens de le dire, ça dure 1 heure à 1 heure et demie. Les personnes qui viennent au groupe chute, c'est souvent des personnes qui sont vues en séance pluri, donc qui ont kiné, ergo et des fois logo en plus. Donc, quand je les vois en groupe chute, je les tarifie avec le groupe chute. Donc, j'imagine que ça fait partie des séances dont ils ont droit, en tout cas. La dernière, c'est combien avez-vous d'équivalents temps plein ergo? Combien d'équivalents ergo en temps plein avez-vous dans quoi? Dans le service 3, j'imagine, le service post-chute? Du coup, Lisa est à temps plein et moi j'ai 2/10 temps pour l'hypnose. Et pour compléter sur ces aspects-là, donc il y a effectivement toutes ces prises en charge-là peuvent rentrer dans une facturation de type K, mais pas toujours. Ça dépend un petit peu en fonction des autres séances et des autres prises en charge que le patient a eu le jour même. Mais en tant que tel, intrinsèquement, ce sont des actes qui peuvent être remboursés, en tout cas dans une série d'indications. Mais si ça vient effectivement en plus d'autres choses, alors là, souvent, ce n'est plus facturé au patient puisqu'on considère que le cas, il ne faut pas plus que X intervenants par jour, sinon c'est plus compliqué. Ok, d'autres dernières questions, remarques? Très bien. Si on voulait discuter jusqu'à 22h30, j'asticoterai le docteur Massin sur les différences entre l'apraxie de la marche et le syndrome post-chute. C'est un vieux débat entre les gériatres et les neurologues, mais je préfère vous inviter à prendre un petit verre de l'amitié qui aura lieu juste ici près de la sortie à la cafétéria. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous remercie de votre présence.